Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des doux. Bienvenue dans Changer la norme. Je m'appelle Flavie Després, je suis journaliste et entrepreneur social. Changer la norme est le podcast de Care News que j'ai la chance de diriger avec Guillaume Brault, mon associé. Ici, on parle entrepreneuriat social, for good et for impact. Depuis plus d'1 an, j'interroge ceux que l'on qualifie à tort de bisounours. Ces personnalités inspirées et inspirantes, certes, mais dont on ne dit pas assez qu'elles sont surtout des acteurs économiques différents. Qui sont vraiment ceux qui entreprennent autrement ? Qu'est-ce qui décide des gens normaux à se reconvertir ou à monter un projet dans le cadre de l'ESS, l'économie sociale et solidaire ? Les valeurs qui guident ces entrepreneurs sont-elles un tremplin, un frein ? Comment construit-on une entreprise dans le respect de ces valeurs ? Dans ce podcast, les entrepreneurs sociaux expliquent comment changer la norme. Comment faire de l'économie sociale et solidaire la norme de demain. Cela fait 5 ans que Care News, le média des acteurs de l'engagement, navigue vers cet horizon en informant, médiatisant et animant ce secteur de l'engagement si vivant et riche de ces acteurs qui font et qui font surtout autrement. Léa Thomassin est la cofondatrice et présidente de Hello Asso, une plateforme qui accompagne les associations dans la gestion de leurs collectes, de leurs événements ou leurs campagnes d'adhésion. C'est pour résumer une solution de paiement mais gratuite. Avec Léa, nous allons détailler son business model rare en France, celui du pourboire. Elle va nous expliquer la croissance de Hello Asso et comment l'entreprise a établi un management différent. Léa va aussi détailler un double pivot. Le pivot, en langage entrepreneurial, c'est un changement d'offre, de business model et ou de cible. C'est très courant dans les premières années de la vie d'une entreprise. Au-delà du pivot de Hello Asso, qui était au départ Mail for Good, il y a le sien, à Léa, celui du passage d'une compétence très communication et ESS à une maîtrise de la tech. Comme elle navigue depuis une décennie dans le secteur et qu'elle est militante, et qu'elle dit souvent les choses en plus de les faire, elle est une interlocutrice parfaite pour parler du secteur de l'engagement, de ESS et de Tech for Good. Bonjour Léa. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? Très bien. On a tout eu, on a eu la distance, la grève, mais ça y est, on y est. Merci beaucoup de venir pour ce nouvel épisode de Changer la norme. Aujourd'hui, on va parler de Hello Asso. J'ai un peu cherché des questions qu'on t'avait jamais posées parce que bon, ça fait 10 ans, c'est une belle réussite, donc c'est quand même une boîte qui est assez exposée. Donc je me suis dit qu'on allait creuser un peu et surtout le propos du podcast, comme tu sais, c'est de réfléchir au parcours d'entrepreneuriat des gens. Alors Léa, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors donc Léa Thomassin, je suis cofondatrice et présidente de Hello Asso. J'ai lancé Hello Asso avec Ismaël Lemouel en 2009. Donc à l'époque, on a 22 et 23 ans. Je suis en stage de fin d'études. Ma carrière avant a été succincte. J'ai travaillé dans des ONG, dans des associations, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Hello Asso 2009, est-ce que c'était déjà une plateforme de dons et de services pour les associations ? Est-ce que vous avez toujours eu le même modèle ? Alors absolument pas. Comme pas mal de projets d'entrepreneuriat, on a fait des détours. Donc on a beaucoup appris dans ces détours. Quand on a lancé le projet, on avait déjà pour mission d'accompagner les associations et de les aider grâce au digital, aux outils numériques. Et on avait la conviction qu'il y avait dans Internet beaucoup d'opportunités pour le secteur associatif pour se développer. Mais on a commencé sur une idée qui s'appelait Mail for Good. C'était le nom de la structure initialement. Et Mail for Good, c'était des signatures email solidaires au profit d'associations. Donc concrètement, on mettait une petite bannière dans son mail qui allait mettre en avant une association et un petit lien publicitaire qui allait générer un micro-revenu pour cette association. On a développé ce projet pendant près de 3 ans avec des hauts, des bas, plus de bas. Et petit à petit, avec les premières associations qui nous ont rejoints, on a construit ce qui est devenu Hello Asso aujourd'hui, une plateforme qui réunit des outils de collecte pour se financer. D'accord, parce qu'en fait, en parlant avec les associations, vous avez vu un besoin et du coup, vous avez fait pivoter, comme beaucoup d'entrepreneurs, si les gens qui nous écoutent ne le savent pas, je crois qu'on fait tous au moins 1 ou 2 pivots dans les premières années. Et donc ça, c'est 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, on a rebaptisé donc le projet en Hello Asso en 2013. Donc on s'est lancé en 2009. Effectivement, au début, on a une activité qui est une activité de régie publicitaire solidaire et on génère des micro-dons pour les associations grâce à de la publicité.
En faisant cela, on a eu on a tiré les enseignements de cette expérience, ils ont été nombreux. Le premier, c'est qu'on permettait de faire de la publicité sous forme de liens hypertextes. À ce moment-là, on est au début de la pub vidéo, donc le lien hypertexte, ça intéresse pour ainsi dire personne. Donc petit à petit, on a réorienté vers un lien qui mène vers une page où on peut regarder une vidéo. Les revenus de cette vidéo génèrent un don. Et petit à petit, on a eu là beaucoup d'internautes qui ont utilisé cette fonctionnalité, beaucoup d'associations aussi, et qui regardaient des vidéos publicitaires toute la journée pour soutenir leur association préférée. Comme ça, on a des associations qui ont fait des levées de fonds de plus de 5 000 €, alors que chaque vidéo générait 3 centimes. Oui, donc faut regarder beaucoup de vidéos. Faut regarder beaucoup de vidéos, faut avoir beaucoup de monde qui regarde beaucoup de vidéos. Et c'est là où on s'est dit, c'est quand même dommage, on a des gens qui passent beaucoup de temps sur notre site, on va leur proposer de faire un don aussi par carte bancaire. Et donc quelque part, c'est un petit peu de manière fortuite qu'on a développé cette première fonctionnalité de paiement en ligne. Et là, ce qu'on n'avait pas identifié, c'est que on répondait à un besoin qui était criant chez les associations, et beaucoup d'entre elles nous ont rejoints pour avoir ce module de paiement. Elles étaient un peu coincées entre soit développer quelque chose sur leur site internet en propre, ça nécessitait du développement informatique, ça nécessitait de faire un contrat avec leur banque pour pouvoir faire du paiement en ligne, enfin c'était compliqué, soit de se tourner vers des acteurs plutôt généralistes, mais qui avaient des modèles économiques qui n'étaient pas du tout adaptés au secteur associatif. Toi, tu as un profil école de commerce? J'ai fait une école de commerce où je me suis beaucoup ennuyée, sauf en dernière année où j'ai eu l'opportunité de faire un double diplôme avec une fac de sociaux, où j'ai fait un master en économie sociale et solidaire. D'accord, et là, ça a été la déjà révélation. Un peu du cru. Et Ismaël, lui, est ingénieur. Ingénieur, ouais, tout à fait. Donc vous aviez quand même les deux profils complémentaires pour monter une boîte dans la tech for good. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que moi, j'avais plutôt effectivement le bagage ESS, associatif. Je connaissais bien le monde associatif. C'est là où j'avais réalisé mes stages et mes premières expériences. Et Ismaël arrivait plutôt avec le bagage tech. Et au fil des 10 années, ça s'est inversé. Où petit à petit, lui, en fait, a été plus attaché aux associations, à la communication, et moi, beaucoup plus à la tech et aux produits. Donc on s'est croisés. Bon, vous avez pivoté vous-même. Sur le début, avant qu'on avance sur le parcours, puis la grande croissance d'Hello Asso, une fois que tu dis qu'il y a des services à monter, c'est quand même en 2012, non, 2013. Ouais, les premiers modules de paiement, on les a développés en 2011, et après, ça a été des itérations successives. Et là, financièrement, comment ça se passe? Parce que vous avez toujours été rémunéré au pourboire depuis le début des modules de paiement. Tout à fait. Si je me souviens bien. Et comment est-ce que vous avez fait pour tenir en vous disant que vous alliez monter intégralement une fintech for good avec du pourboire? Comment vous avez tenu cette transition? Effectivement, on est sur un modèle donc de la contribution volontaire. Donc quand les personnes font un paiement au profit d'une association via Hello Asso, on leur propose de laisser quelques euros en plus pour soutenir le développement du site. Ce modèle, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait beaucoup de transactions qui se déroulent sur le site. Sinon, au départ, ça ne rapporte pas grand-chose. Et donc, comme pas mal d'autres structures, on a fait un détour par le B2B. Donc concrètement, on s'est posé la question de se dire qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui? On connaît très bien le secteur associatif, on sait développer des plateformes en ligne, et donc on a travaillé avec des fondations d'entreprises, comme la fondation EDF par exemple, pour développer leur plateforme de vote au profit des projets associatifs qui sont soutenus par la fondation. Et c'est ce qui nous a permis de tenir. Oui, parce que c'est plus comme du conseil, c'est des forfaits que tu touches. Vous aviez depuis le début une idée d'un seuil de rentabilité qu'il fallait atteindre? Il fallait faire combien de dons pour arriver à vivre de ça? Oh là là, je pourrais pas te répondre sur cette question parce que le seuil de rentabilité a évolué aussi en fonction de l'équipe qui a rejoint Hello Asso. Donc c'est vrai que quand t'es 3 à faire vivre, c'est pas la même chose que quand t'es 70. Non, mais est-ce que si tu regardes tes business plans du début, est-ce que t'aurais imaginé? En tout cas, il y a eu un moment, on est fin 2015. Fin 2015, on a 50% de nos revenus qui viennent encore du B2B. On a 50% qui sont générés par les contributions volontaires. Et là, on s'est dit, c'est le moment, on arrête de travailler pour des entreprises, on se concentre uniquement sur la plateforme pour les associations. Parce que des désavantages de bosser pour des boîtes, c'est que du coup, on mettait beaucoup de notre ressource, et notamment de nos ressources de développement, au profit des projets qu'on vendait à des entreprises. Et donc, on avait moins pu développer la plateforme. Et donc, fin 2015, on s'est dit, ça y est, c'est bon, on a tenu jusqu'ici. Et maintenant, on va se baser uniquement sur la contribution volontaire. La contribution volontaire, c'est sur les dons, les services, donc acheter des billets, les adhésions aussi. Exactement, les adhésions, les billetteries en ligne, les collectes de dons et les campagnes de crowdfunding. Et on vient de lancer aussi un outil qui permet de faire de la vente. Est-ce que les gens sont généreux? Parce que je vois les Français comme hyper radins, mais c'est peut-être une légende. C'est rigolo, c'est ce qu'on nous a beaucoup dit quand on s'est lancé. Des modèles qui fonctionnent au pourboire ou ce qu'on appelle la contribution volontaire. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Ça s'appelle des modèles pay as you want ou bien tip-based model. Et en fait, nous, c'est ça qu'on a regardé quand on s'est lancé. On s'est dit, tiens, ça a l'air de marcher aux États-Unis, on va le mettre en place. Les gens nous ont regardé comme si on était fous, en nous disant, les Français n'ont pas du tout cette culture du pourboire, et les Français sont des radins, personne ne va rien vous laisser. Et en fait, nous, on avait une conviction, et c'est
c'est un de nos mentors qui nous l'avait dit, c'est quand on parle au meilleur des gens, on en obtient le meilleur. Et qu'en fait, il y a un gage qui est clé dans notre modèle, c'est la transparence, c'est la manière dont on va en parler, c'est la manière dont on va expliquer aussi ce qu'on fait avec les pourboires qui sont laissés. Et aujourd'hui, on a plus d'une personne sur 2 qui choisit de laisser une contribution volontaire à l'OASO. Et le pourcentage est grand, par exemple sur un don de 100 €. Voilà, comme ça Alors, fera un pourcentage. la moyenne de la contribution laissée, c'est 1,80 €. Et après, là aussi, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, on est dans un rapport différent au pourboire, puisque nous, en France, le pourboire, c'est toujours quelques euros. Aux États-Unis, ils ont tendance à l'exprimer en pourcentage de ce qu'ils sont en train de payer. Donc, quand ils vont payer au restaurant, ils vont se dire, bah tiens, je rajoute en pourboire 5%, 10%. Nous, en France, ça reste quelques euros. Donc, quelque part, c'est quelques euros que la personne soit en train de payer 20 € ou qu'elle soit en train de payer 1 000 €. Oui, on n'a pas, comme au Royaume-Uni, les 12,5% Voilà. de services. Aujourd'hui, vous êtes combien de salariés chez l'OASO ? Aujourd'hui, on est 65 salariés. Ah oui, ça commence à faire une petite troupe. Et vous êtes dans plusieurs villes, 5 ou 6, non ? Alors, on est dans 4 villes. Notre siège est à Bordeaux, donc le gros de l'équipe est à Bordeaux. On est 60 à Bordeaux. Et ensuite, on a ouvert des antennes sur le territoire, donc à Lille, à Montpellier et à Angers. Je reviens sur cette histoire de pourboire, mais vous avez fait plusieurs levées de fonds. Est-ce que vous étiez les premiers ? Déjà, est-ce que c'était des financeurs à impact ou des financeurs normaux ? Et ensuite, est-ce que vous étiez les premiers à proposer un modèle au pourboire ou pas ? Parce que j'aimerais bien voir la tête d'un financeur à qui tu vends un business plan qui est basé sur la générosité de quelqu'un. Oui, on a effectivement eu des réactions assez rigolotes et des mines déconfites quand on arrivait à la partie business model. En fait, sur notre première levée de fonds, on a des fonds à impact qui nous ont rejoints, donc Investir et Plus, et qui, du coup, dans la nature de ce fonds qui regarde aussi bien l'impact social que la rentabilité économique, ils avaient une approche, je dirais, plus ouverte sur un business model qui soit différent que des fonds traditionnels. Et après, nos investisseurs suivants sont restés dans le scope de l'économie sociale et solidaire, notamment le Crédit Mutuel, qui est une banque coopérative. Comparé à d'autres plateformes, même si elles sont toutes très différentes par les services qu'elles proposent, etc., vous avez quelle croissance que les gens se rendent compte ? Parce que des plateformes de services aux associations, il y en a plusieurs. Mais du coup, est-ce que le fait de jouer sur le pourboire, ça te rend plus lent ou au contraire, est-ce que vous avez grimpé plus vite que ce que vous auriez cru par rapport à d'autres ? Est-ce que ça a joué dans votre croissance ? Je pense que ça a joué nécessairement parce que le pourboire aujourd'hui est vraiment un modèle qui correspond à l'ADN du secteur associatif. En fait, nous, ce qu'on met derrière la contribution volontaire, c'est de se dire qu'on a un modèle où on laisse le choix aux personnes de soutenir financièrement l'OASO et on n'est pas dans un modèle comme peuvent pratiquer d'autres plateformes où on impose une commission et quelque part on se positionne au milieu et on va imposer le modèle à tous les autres. Donc je pense que ça fait écho dans le secteur associatif. Je pense que beaucoup d'acteurs se reconnaissent dans ce modèle-là et nous rejoignent pour ça. Depuis 2013, on a un trend de croissance où on double tous les ans. Donc on double en termes de nombre d'associations qui sont inscrites sur l'OASO et en termes de montant qu'elles collectent. Donc pour te donner un ordre d'idée, on a collecté aujourd'hui un peu plus de 220 millions d'euros au profit des associations et sachant que 100 millions ont été collectés juste sur l'année dernière. Oui, donc tu as un chiffre d'affaires qui commence à monter. Parce que si c'est 1,8%... Parce que d'habitude, le taux moyen de la collecte, les commissions, c'est autour de 8%. Enfin, sur les plateformes de crowdfunding généralistes, ouais. Après, c'est différent selon les produits qui vont être utilisés. Sur la billetterie, tu vas avoir des taux de commissionnement. Sur le crowdfunding, sur les modules d'adhésion aussi. Donc, chaque plateforme va pratiquer un peu une commission. Et effectivement, aujourd'hui, on a un modèle qui nous permet de financer intégralement les salariés et le fonctionnement des l'OASO. Oui, puis donc, on arrive... services, plus tu les rentabilises, même si tu les rentabilises pas vraiment parce que tu es au pourboire, mais ça doit... On arrive à cet autofinancement, ça y est. Moi, je voulais qu'on parle de toi aussi en tant que chef d'entreprise et présidente, parce que tu es impliquée assez fortement dans la cause des droits des femmes et de l'entrepreneuriat féminin aussi. Figure-toi que j'ai peu de femmes dans Changer la norme. C'est pas une volonté de ma part, mais je pense que c'est assez... Non, mais c'est assez représentatif du nombre de femmes entrepreneurs de l'ESS et que personne ne le prenne mal, mais c'est quand même dans la tech plus rare. Oui, c'est 17%. Dans la finance, j'ai eu dans Eva, la tech, voilà, mais 17%. Il y a 15 jours, il y avait Marie, mais pour la mode, mais c'est vrai que c'est souvent des femmes entrepreneurs sur des secteurs dans l'imaginaire féminin, j'imagine. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à l'entrepreneuriat ? Genre, à quel moment tu t'es dit, t'avais fait un master de l'ESS, mais tiens, je vais monter une boîte. Et ensuite, comment toi, t'as vu ton parcours évoluer aussi ? Puisque toi, tu viens du commerce et finalement, c'est plutôt la tech qui est devenue ton appétence, si j'ai compris l'inversement de... Oui. Sur comment je suis arrivée à l'entrepreneuriat, et c'est d'ailleurs un point commun qu'ont pas mal d'entrepreneurs, c'est d'avoir eu un moment ou un autre dans sa vie un modèle. Moi, mon père était entrepreneur, et donc j'ai été sensibilisée très tôt, je dirais, à ce modèle de l'entrepreneuriat et qui m'a tentée. Après, sur l'ESS, c'est arrivé très tôt
tôt aussi. Moi, c'est un prof en première, un prof de sciences éco, qui a parlé pour la première fois de développement durable et c'est une notion qui m'a complètement interpellée. Et pour la première fois, j'entendais cette notion de mener des activités économiques qui soient soutenables, qui se fassent en préservant les humains et la planète. Et là, je me suis dit, ok, en fait, ça me parle. Et j'ai été impliquée assez tôt dans des associations. J'ai monté des assos quand j'étais au lycée et j'ai eu pas mal d'engagements sociaux quand j'étais jeune. Donc, je dirais que l'ESS, je pense que le déclic a été ce prof-là. Et après, je me suis dit, bah tiens, c'est pas simplement quelque chose que je vais faire à côté, c'est quelque chose dont je vais pouvoir faire mon métier. Et je me suis dit, bah dans développement durable, il y a une notion développement économique, donc je vais me former en école de commerce pour comprendre voilà les tenants et les aboutissants, je dirais, de l'économie. Donc là, comme je te disais, ça a été un peu la redescente, parce que de parler de marketing grande conso, de où est-ce qu'on place la lessive dans le linéaire, enfin là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai retrouvé du sens sur la fin, mais je pense que cette notion de modèle, elle est hyper importante dans l'entrepreneuriat. Et après, par rapport à la posture des femmes et le fait d'être une femme, là aussi, il y a des enjeux de confiance et d'avoir pu bénéficier aussi d'une éducation qui donne confiance. Il y a une phrase qu'on m'a dite et qui m'a marquée, et je le vois dans les personnes avec qui je travaille, c'est que les femmes qui réussissent sont celles que leurs parents n'ont pas considérées comme des jolies petites choses. Et je pense qu'il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Et que après, chacun a eu l'éducation qu'il a reçue, chacun est né dans la famille dans laquelle il est né, et va avoir plus ou moins de facilité à avoir des postes à responsabilité, ou en tout cas avoir des carrières de chef d'entreprise en tant que femme. Est-ce que ça change ta manière de manager une équipe ? Est-ce que consciemment, tu te dis que comme tu es une femme, tu appliques des choses différentes en tant que chef d'entreprise? Est-ce que du coup, tu as des engagements forts dans ta boîte? Complètement. En fait, là aussi, moi, quand j'étais jeune, je suis pas si vieille, mais quand j'étais plus jeune, j'étais très idéaliste et je voulais changer le monde. J'ai commencé par faire du plaidoyer en ONG sur les droits de l'homme, je cherchais un changement systémique et j'en suis revenue en me disant, j'avais le sentiment de mettre beaucoup d'énergie pour au final avoir peu d'impact. Donc j'ai voulu revenir à quelque chose de plus concret avec plus d'impact. Et avec l'entrepreneuriat, dès lors qu'on a commencé à recruter des personnes, je me suis dit, ça, c'est une zone où je suis en responsabilité et c'est une zone où j'ai la capacité à changer le quotidien de certaines personnes. Donc, typiquement, on a des engagements assez forts en interne sur les sujets d'égalité. On vient de rejoindre le Parental Act pour offrir un congé rémunéré au deuxième parent d'1 mois pour favoriser l'égalité, je dirais, à la maison et au travail suite à l'arrivée d'un enfant. On organise à partir de la semaine prochaine la quinzaine de l'égalité femmes-hommes chez Helloasso, où on met à l'honneur des associations, des personnalités, des personnes qui s'engagent sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et on pense qu'on a un rôle à jouer en tant que structure. Ce qui fait un glissement vers ma question suivante, c'était sur l'aspect ESS de Helloasso. Soit des gestionnaires de dons, il y en a des non-ESS, il y a des CRM, des choses comme ça. Donc vous êtes ESUS depuis pas très longtemps. Depuis pas très longtemps, non, depuis l'année dernière. On n'a pas fait les démarches avant. Non, vous avez attendu d'être prêt. Oui, et c'est plus une question de priorité, je dirais, dans les actions. Mais en tout cas, on trouvait que à ce moment-là, ça faisait sens d'aller chercher cet agrément, donc on l'a fait l'année dernière. C'est entreprise solidaire d'utilité sociale. Et ça encadre les salaires et la lucrativité, ça met des contraintes ou des garde-fous. Des garde-fous de gouvernance notamment. Est-ce que tu as appliqué des principes de l'ESS, donc au-delà de l'égalité des sexes dans ton entreprise? Est-ce que vous êtes construite comme une entreprise sociale? Alors, on a depuis le début beaucoup réfléchi à la gouvernance partagée au sein de l'organisation. En 2015, on a mis en place un mode d'organisation interne qui s'appelle l'holacratie. C'est assez technique, mais globalement, ça s'inscrit dans le courant de l'entreprise libérée et ça vise à distribuer quelque part le pouvoir dans l'organisation, que le pouvoir soit pas détenu par 1 ou 2 personnes, mais puisse être distribué parmi ses membres et qu'on puisse prendre des décisions collectives. Donc on a expérimenté ça pendant 2 ans et quelque part ça a un peu façonné notre façon de faire en interne. Et donc aujourd'hui, on a encore, je dirais, certains rites, certains principes où les personnes nous regardent en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Où on essaye de construire cette entreprise ensemble. Donc tous les 3 mois, on fait par exemple un exercice de rétrospective où on va tous dire qu'est-ce qui nous a rendu triste, heureux, énervé sur le trimestre qui vient de s'écouler. Et à partir de là, on va se dire ok, qu'est-ce qu'on en retire, quelle politique on met en place en interne pour que ça change. Et donc ce qui fait que tous les 3 mois, on s'autorise à re-questionner un petit peu les pratiques. Et là, tout le monde contribue. Et quelque part, tout le monde est déshabillé de son rôle et de sa fonction et est sur un pied d'égalité pour construire la suite de notre organisation commune. C'est beaucoup d'organisations tous les 3 mois, j'imagine. Tous les 3 mois, on prend une journée tous ensemble où on se pose. Donc le matin, on fait le bilan, la rétrospective. Et en fait, c'est aussi un principe qui est clé dans les méthodes agiles. Donc ça nous vient de l'univers du développement informatique. Mais en fait, c'est cette capacité à un moment pouvoir regarder dans le rétroviseur et de se dire, en fait, collectivement, comment on peut s'améliorer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a très fort dans l'organisation. On le fait à
l'échelle d'un sprint de développement, donc de 2 semaines, on le fait à l'échelle d'un mois, on le fait à l'échelle d'un trimestre. Et donc, en fait, on a une conviction forte qui est la citation de Darwin. Les espèces qui survivent sont pas les plus fortes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. On pense que ça vaut aussi pour nous en interne, notamment quand on traverse des phases de croissance très fortes. En 18 mois, on est passé de 15 personnes à 70 personnes. À l'échelle d'une organisation humaine, ça, c'est des vrais challenges. Et en fait, si on ne construit pas quel est le socle de valeurs qui nous réunit, quels sont les principes de travail qu'on va adopter, quels sont les comportements qu'on attend les uns des autres, et tout ça, c'est des choses qu'on a menées, qu'on a fabriquées ensemble. Et ensuite, qu'on se questionne régulièrement sur, OK, comment ça se passe? Est-ce qu'on est toujours bien ou pas? C'est évident qu'on risque d'aller dans le mur. Et donc, on a choisi d'investir du temps et de prendre le temps de faire ça bien. Bravo. Enfin, moi, je suis très impressionnée du fait que vous arriviez à organiser tout ça et à le tenir, parce que je pense que c'est important, mais de construire sa boîte autrement. Après, bon, tu l'as depuis le début, donc c'est pas comme si tu devais faire changer quelque chose, mais c'est. Oui, je pense que c'est plus dans facile. La durée, c'est courageux de le tenir. Et c'est plus facile à mettre en place à partir d'une feuille blanche que d'ensuite transformer l'organisation. Oui, un grand mammouth. Et là-dessus, il y a une citation aussi. On parle souvent dans le développement informatique, ce qu'on appelle la dette technique. La dette technique, c'est qu'on a empilé à un moment tellement de code, ce que ça s'appelle du code spaghetti, c'est que même les développeurs, ils n'arrivent plus à s'y retrouver. Donc dès qu'ils touchent un truc, tout casse. Et moi, j'avais vu un truc qui disait la dette organisationnelle, c'est encore pire que la dette technique. Et donc dès le début, je vais le retenir. Voilà, on a voulu mettre en place une structure organisationnelle qui allait pouvoir aussi évoluer avec nous. On est très en retard, mais c'est pas grave, parce que c'est très intéressant. On va faire un dernier volet sur l'ESS. Tu prends beaucoup donc la parole sur droits des femmes, entrepreneuriat féminin et Tech for Good. Et sur la Tech for Good de manière assez marquée, notamment avec l'esprit Startup Nation et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour faire changer les choses et pour que la tech devienne for good selon toi? Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment? Tu as 30 secondes. Je pense que derrière Tech for Good, il y a plein de choses. Il y a plein d'initiatives qui ont choisi de résoudre des problèmes sociaux, environnementaux grâce aux nouvelles technologies. Et c'est super, c'est ce qu'on a voulu fédérer dans la Social Good Week. C'est ce qu'on a porté au sein de Tech for Good France. C'est génial. Après, je pense que les mots ont un sens. Et aujourd'hui, quand on voit qu'un sommet à l'Élysée s'appelle Tech for Good pour réunir Uber, Palantir et SAP, là, on se dit, OK, en fait, on parle pas tout à fait de la même chose. Et je pense qu'il faut être précautionneux, quelque part, appeler aussi un chat et ne pas faire du for good washing de ces initiatives qui ont peut-être une utilité. Je pense que tout est utile, mais tout n'est pas for good. Après, je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui qui est de marquer peut-être une volonté politique de qu'est-ce qu'on veut en fait en termes de développement d'Internet, de la tech. C'est quoi le modèle qu'on a envie de développer? Est-ce qu'on veut développer des modèles comme aux États-Unis, les GAFA? Est-ce qu'on veut faire de la tech comme le font les Chinois? Est-ce qu'on veut au niveau européen porter un autre modèle, une autre vision de la tech? Et je pense que ça pose la question de se dire est-ce que ça reste vertueux? Est-ce que des structures comme Amazon, ça reste vertueux? Est-ce que les GAFA, ça reste vertueux? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut des alternatives et je pense qu'au niveau européen, on a la possibilité de faire valoir des spécificités européennes et quelque part une coloration européenne de la tech. On a été en capacité de contraindre tout le monde avec le RGPD à adopter une éthique vis-à-vis de la protection des données. Ça, on l'a fait au niveau européen. Je pense que c'est un super exemple et qui montre que l'Europe, quand elle se saisit de ces sujets-là, a la possibilité de peser un petit peu dans la balance. Et c'est vrai qu'il y a là beaucoup d'argent qui est mis sur la table pour soutenir la tech et notamment de la part de l'État français. Il y avait dans le Next 40 initialement une notion d'impact, donc c'est un appel à projet qui a été lancé par l'État pour accélérer des boîtes du web. Donc il y avait une notion de impact social et environnemental qui a finalement été enlevée. Je trouve que ça c'est un marqueur politique fort parce que je pense qu'à partir du moment où l'État dit nous on veut des boîtes qui sont dans la tech, qui marchent bien, sont des super plateformes, mais qui en plus vont avoir cette préoccupation sociale et environnementale, mine de rien ça va orienter aussi un petit peu les initiatives dans ce sens-là. Et donc je pense qu'il faut une volonté politique. Donc là c'est sur l'échelle politique européenne. Ouais. Est-ce que au niveau français, tu trouves qu'on en fait assez? Parce qu'en fait, pour les gens qui ne connaissent pas bien, il y a Tech for Good France qui est anciennement FEST, France Digital, maintenant France Digital Impact qui est aussi de la sous-section de France Digital dédiée aux boîtes qui font de l'impact ou du for good. Ça, c'est les deux réseaux principaux que je connais. Mais est-ce que tu vois une identité française for good? Est-ce que tu trouves que... En tout cas, il y a clairement un écosystème. Et ça, c'est très positif. Et c'est ce qu'on avait lancé aussi avec la Social Good Week dès 2011, le premier Social Good Day. Et en fait, il y a énormément d'initiatives aujourd'hui qui allient tech et impact social et qui sont absolument formidables. L'enjeu, c'est comment on fait en sorte que ces initiatives elles passent à l'échelle, comment on fait en sorte qu'elles soient plus connues, qu'elles soient plus soutenues. Et pour ça, le faire réseau, de se réunir dans des assos, que ce soit Tech for Good, France Digital, je pense que c'est positif parce que ça contribue à mettre en lumière ces acteurs-là et à les valoriser. Merci. Mais il reste du boulot. Oui, ça, je pense qu'on aura toujours... C'est propre de l'entrepreneuriat social. Le jour où on aura fini notre boulot, on n'en fera plus. Petite question finale. Oui. Tu dois répondre rapidement. Quelle est la raison d'être de Hello Asso?
c'est d'accompagner les associations qui sont absolument indispensables dans notre société. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre? Tous les futurs maires, parce que je crois beaucoup au pouvoir du local. Small is beautiful. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? Une taxe GAFA qui soit réellement appliquée à l'échelle européenne. La patronne ou le patron du CAC 40 que tu pourrais ou voudrais être? Eh bien, malheureusement, il n'y a plus de femmes à la tête du CAC 40, donc oui, aucune. Depuis longtemps. La somme pour laquelle tu tairais un scandale politique? Aucune. Je ne suis pas à vendre. Merci beaucoup, Léa. Merci, Flavie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.